Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors on va passer pendant 1 heure l'actualité en revue. On va parler de gilets, de macronerie, de pacte, de doc et de forêt. Et nous avons 4 experts pour cela, 4 experts en gilet. Priscilla Haddad, podcasteuse, comédienne et entrepreneuse en gilet ocre. Bonjour, Marcel Sell, auteur et chroniqueur en gilet gris. Aurore Pénois, journaliste chez Vivre ici à l'RTBF en gilet rose. Et Pascal Vrébos, auteur, présentateur TV Radio RTL en gilet à fleurs. Bonjour à tous les 4. Alors pas content les gilets jaunes. Une incursion rapide à Bruxelles pendant la semaine, mais surtout des actions spectaculaires en France et en Wallonie. Et avec un leader qui émane du Parti populaire. Regardez cela. Politique citoyen. Le nom de ce mouvement s'appellera le Mouvement citoyen de Belgique, MCB. Donc c'est un mouvement que le citoyen a porté, qui va se développer et qui sera là pour défendre le citoyen, qui ne fera pas de la politique politicienne, mais qui fera vraiment la défense du citoyen. Voilà. Est-ce que les Gilets jaunes vont devenir un mouvement politique ? On le verra, mais tout d'abord, je vais vous demander votre réaction à tous les 4. On commence par vous, Priscilla Haddad. Les Gilets jaunes, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça me dit que c'est un mouvement qui est important, je pense, et qu'il faut vraiment écouter les revendications. Maintenant, évidemment, j'étais extrêmement choquée par toute l'ampleur que ça a pris, certains propos, et je peux comprendre que c'est pas ce qu'ils veulent tous dire, mais je pense que il y a énormément de choses qui ont été dites qui sont extrêmes, d'une violence extrême. Évidemment, tout ce qui s'est passé sur les blocages, etc. Je trouve que ça nous empêche un petit peu de vraiment écouter le propos. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, évidemment, on va pas tous les mettre dans le même sac. Mais voilà, je trouve que c'est évidemment, là, c'est important d'avoir un mouvement populaire comme ça. Et c'est important d'écouter les revendications. Par contre, faut bien se tenir quand même. Oui. Marcel Sell. Eh ben moi je crois que non. Faut pas bien se tenir. Non, c'est bien, on est dans le débat. Moi je crois que non, c'est un mouvement qui est né sur une revendication en particulier qui était la hausse du prix du diesel. Et qui ensuite s'est accolé des tas de revendications. Je dirais que presque chaque membre de ce mouvement a son propre panel politique de revendications. Donc comment peut-on écouter un mouvement qui ne sait pas trop lui-même ce qu'il est ? Il est né sur Facebook. Ce sont des gens qui se sont un peu mis en colère les uns les autres, comme on le fait beaucoup sur les réseaux, et puis qui sont sortis avec un non-projet politique. Et je suis un spécialiste. Et donc, c'est un non-projet politique. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils sont utilisés un peu comme un Kleenex. C'est-à-dire que tout le monde les revendique. Le Parti populaire, je vois la gauche radicale, les Insoumis en France, ou certaines personnes proches du PTB en Belgique qui disent « oui, mais vous comprenez, c'est normal, ils sont dans la misère, etc. » Rouler au diesel n'est pas forcément un signe de misère, même s'il y a des problèmes. Et donc, chacun essaye soit de se l'approprier, soit de le rejeter. C'est pour ça que je parle de Kleenex. Les syndicats, par exemple, font remarquer qu'ils n'ont pas de projet, qu'ils n'ont pas de discipline. Et donc, finalement, quelque part, c'est en train d'être une sorte de sujet de discussion. Mais je pense que ça n'ira pas plus loin. À un moment donné, ça va s'effondrer de soi-même. Aurore Pénois. Moi, j'ai de plus en plus de mal à les encadrer, en fait, voilà, bon, ça va de mal en pire. Oui, ça va de mal en pire. Non, parce que je trouve... c'est vraiment bien que des gens, à un moment, se disent, voilà, on en a marre, on réagit, on fait quelque chose. J'aimerais bien juste qu'ils aient déjà fait la même chose avec les problèmes sociaux et sociétaux, les différentes... Il y a eu des grèves récemment, que ce soit à l'aéroport, que ce soit à la SNCB, que ce soit dans les tech, que ce soit dans différentes sociétés. À la Poste, encore récemment. Et que ce sont des causes et ce sont des mobiles, on va dire, qui sont à caractère social, qui vont justement aider peut-être ces gens qui sont dans justement aussi le public cible. Et là, par contre, personne à l'extérieur ne les soutient. On part sur cette idée de carburant. Je pense qu'il n'y a pas que le carburant. Mais quand il s'agit de monter... entre guillemets, des revendications ou faire une mobilisation contre vraiment ce qui va permettre aux gens peut-être de mieux vivre, d'avoir une meilleure pension à l'avenir, il n'y a personne, où tout le monde râle contre, hormis les groupes qui sont directement concernés. Donc, oui, voilà, en fait, j'attends que ça se finisse et j'espère que ces gens
iront dans le bon sens social à un moment, peut-être. Donc vous défendez le pouvoir établi, vous défendez les syndicats et les gouvernements. Mais non, pas Elle du est tout. contre l'individualisme, je Pascal pense. Leboss. Non, oui, j'aimerais bien que ce soit un peu plus solidaire. Moi, j'aurais Pascal peut-être une Leboss. approche encore un peu différente des trois autres, ce qui est pas mal. C'est un peu, pour moi, une sorte de petite jacquerie symptôme. Alors, on sait que quand la France, jacquerie, les révoltes paysannes, quand la France a un rhume, la Belgique éternue. Donc, je pense que parler uniquement des gilets jaunes en Belgique, c'est un peu absurde. Il faut en parler de manière plus globale. Moi, ce que je pense, en tout cas, c'est qu'au départ, il y a un ras-le-bol du diesel. Pourquoi ? Parce que des gens doivent parfois faire 70 km pour aller travailler. Et j'ai envie de dire que les petites élites ou les grandes élites, ça ne les concerne pas. Donc c'est parti du diesel. Et puis, malaise général, mal-être. Et alors, on a vu à ce moment-là l'arrivée des casseurs. Ça, c'est toute autre chose. Ce que je pense, et c'est peut-être une déclaration du ministre français Darmanin ce matin, qui a dit, avec une compassion extraordinaire, c'est vrai que gagner 900 ou 1000 euros par mois, ça ne va pas quand je pense qu'à Paris, les restos sont à 200 euros et encore le vin n'est pas compris. Oui, alors on rigole. On rigole. On a le sentiment ici qu'on est dans les grosses têtes. Non, ça veut dire qu'il y a un décalage total, vraiment une fraction totale entre certaines couches qu'on appelle les élites ou les mini-élites ou les pré-élites, je ne sais pas comment on peut les appeler, et qui aiment davantage les autorités, les syndicats, etc., etc. Ces gens-là ne se reconnaissent absolument plus. Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont confrontés à un quotidien qui est très dur. Alors, cela dit, et je termine là-dessus, quand on voit ce qui se passe ailleurs, les millions de gens qui crèvent de faim, les régimes totalitaires ou les problèmes qu'il y a partout dans le monde, c'est vrai que ça paraît des problèmes un peu légers. C'est une question de point de vue. Voilà. Eh bien, on va voir l'avis de nos invités politiques. Et nous accueillons aujourd'hui Gauthier Calonne, qui est député fédéral MR, XLOA par ailleurs, bonjour, et Maria Arena, députée européenne PS, qui est les Forestoises, bonjour. Alors vous avez entendu, vous avez suivi ces gilets jaunes, j'ai commencé avec vous, Maria Arena, de temps en temps vous allez en France quand même, une fois par mois, vous allez à Strasbourg pour le Parlement européen, donc ces gilets jaunes, est-ce que pour vous c'est un mouvement qui démarre, et est-ce que ça va devenir un mouvement politique? Est-ce que vous y croyez? Alors, je ne sais pas si ça deviendra un mouvement politique. Je pense qu'il est très peu structuré, le mouvement des Gilets jaunes. Il prend beaucoup de revendications différentes. On a vu dans les mouvements des Gilets jaunes des gens, et je suis assez d'accord avec M. Vrebos, sur des gens qui sont dans des situations extrêmement fragiles, qui, quand ils gagnent 1 200 euros par mois et qu'ils doivent mettre 600 euros dans leur voiture, ça vient toucher leur pouvoir d'achat, bien entendu. C'est à la fois l'achat de la voiture et l'essence. Oui, non, mais, je veux dire le coût de la voiture. Oui, et donc, c'est le coût de la voiture qui est obligatoire pour aller travailler pour un certain nombre de personnes. Et donc, il y a vraiment des personnes qui sont dans cette fragilité-là. Et puis, il y a des revendications qui sont des revendications, je dirais, plus un ras-le-bol général que l'on peut retrouver. Est-ce que ça va se structurer? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on doit comprendre le pourquoi ces personnes ont exprimé ce ras-le-bol et comment est-ce qu'on peut effectivement y répondre. Je pense que la question, et ça met aussi en avant une question importante qui est la question de la taxe indéfinie, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en considération la situation des gens. Ces fameuses TVA, par exemple, c'est finalement que vous gagnez 1 000, 2 000, 3 000 ou 4 000 euros, c'est le même coût pour la personne, alors que l'impact sur son pouvoir d'achat est beaucoup plus important pour les personnes les plus faibles. Moi, je suis pour des taxes qui sont adaptées au pouvoir d'achat des gens, donc avec une certaine justice fiscale. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus de gouvernements vont vers des systèmes qui sont des systèmes de fiscalité plate, c'est-à-dire qui ne tiennent pas compte de la richesse. La même chose pour tout le monde. La même chose pour tout le monde, mais non, c'est pas la même chose pour tout le monde. Pour le pouvoir d'achat, quand on vous augmente d'un petit pourcentage, ça a un effet direct sur ce que vous pouvez faire. Donc vous les comprenez. Gauthier Calonne, est-ce que vous comprenez les Gilets jaunes?
Mais moi, je peux comprendre, effectivement, je peux entendre à un moment donné que des citoyens se mobilisent. Le mouvement a démarré en France, il s'étend un peu selon un principe de tache d'huile en Belgique. Les revendications ne sont pas exactement les mêmes. Enfin, on constate que c'est quand même effectivement lié à une certaine augmentation des impôts, et en particulier ceux liés au carburant, et en Belgique surtout le diesel. Ça, je peux le comprendre, je peux l'entendre, et en tant que libéral, moi, je suis attaché à la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de manifestation. Mais on a quand même constaté aussi, dans le cadre de ces événements, de ces manifestations, un certain nombre de débordements. Et ça, je ne peux pas l'accepter, parce que je suis pour la liberté de manifestation et la liberté d'opinion, mais pour autant que ça se fasse dans le respect de l'état de droit, d'une part. Vous préférez quand c'est les syndicats qui manifestent. Et dans le respect, et dans le respect de l'intégrité physique et des biens. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des faits de violence, et ça, c'est pas acceptable. On peut manifester une opinion, c'est pas pour ça que ça doit dégénérer. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais je dis qu'il faut être très vigilant, parce qu'effectivement, il y a des débordements. En France, on a déjà constaté, on a déjà recensé 2 morts. En Belgique, il y a eu 24 arrestations judiciaires, des vols, des faits de violence. Donc je dis qu'il faut être prudent par rapport à ça. Mais comme le mouvement n'est pas structuré, c'est difficile. Effectivement, donc vous parliez des syndicats, et donc je n'élude pas la question. Effectivement, on constate que des associations qui ont l'habitude de ce type de manifestation, on les encadre. Ici, comme le mouvement, par définition, est spontané, il n'est pas encadré, et donc il peut laisser la place à des débordements. Et là, il est important aussi que les pouvoirs publics, les forces de l'ordre, soient vigilantes et attentives pour garantir la sécurité de tout un chacun, des citoyens, parce qu'on constate que c'est quand même, effectivement, la vie de personnes qui peuvent être mises en danger, puisque on bloque un certain nombre d'outils de circulation, mais aussi, en termes de carburant, c'est quand même dangereux. Pascal Vrébos. Mais oui, on voit très bien que ces gens-là qui arrivent en ordre dispersé ne se reconnaissent plus dans l'organisation syndicale, ne se reconnaissent plus non plus dans la pédagogie, entre guillemets, des gens qui nous gouvernent ou des autorités. C'est ça. Ils sont peut-être jamais reconnus. Oui, c'est ça le problème. Ils ne comprennent pas à un moment donné que eux, ils n'en sortent pas avec 1100 €, alors qu'on va leur dire qu'ils vont avoir 120 € en plus en janvier, et qui n'en voient pas la sortie. Donc, je veux dire, c'est pour moi un symptôme, en tout cas, dont il faut tenir compte, et surtout ne pas utiliser la langue de bois. Maria Arena, est-ce que c'est un échec des mouvements de gauche de ne pas, dans ce cas-ci, canaliser ce genre de demande? Alors moi, j'entends notre représentant du MR. Moi, j'ai entendu depuis des années de la part du mouvement réformateur, mais d'autres aussi, le fait que les corps intermédiaires, par exemple les syndicats, ne servent pas à grand-chose, ne doivent pas être écoutés, la concertation sociale qui n'aboutit pas, et on dit c'est pas grave, on va prendre le point de vue de la FEB, et tant pis pour les syndicats. Vous savez, si les gens ne se reconnaissent plus dans l'organisation syndicale, c'est parce qu'on a retiré de la crédibilité dans le combat syndical. Quand il y a une grève aujourd'hui, par exemple, dans les transports, où on a complètement décrédibilisé l'action syndicale, qui est une action collective de revendication, mais qui, cette action collective de revendication, quand elle n'est jamais écoutée, eh bien, elle n'est plus crédible pour les affiliés. Et donc, s'ils veulent se faire entendre, ces affiliés, malheureusement, ils choisissent d'autres canaux pour se faire entendre. La démocratie a besoin d'espace où les citoyens, c'est une démocratie représentative, votent pour des gens qui les représentent, mais ils ont aussi besoin d'avoir des espaces qui, pendant cet exercice de représentation, ils ont leur mot à dire pour donner une direction. Et si ce mot à dire ne peut plus avoir lieu dans les organismes constitués tels que les syndicats, eh bien ça se fera ailleurs. Alors, Gauthier Calonne, est-ce que le MR coupe l'herbe sous le pied des syndicats? Non, je pense que le propos était peut-être un peu caricatural, et moi je n'ai jamais, en tant que tel, déconsidéré l'action des syndicats. Je pense que chacun a un rôle à jouer, mais qu'il faut pouvoir entendre tout le monde. Et j'en viens à ce que je voulais indiquer par rapport à ces gilets jaunes et aux manifestations pour lesquelles finalement ils se mobilisent, à savoir la hausse du prix du diesel, puisque, appelons un chat un chat, on n'a pas faire de langue de bois, on ne va pas en faire. Ce que je constate, moi, c'est que les citoyens qui s'expriment, c'est pas une masse homogène, ils n'ont pas tous les mêmes revendications. Et est-ce que ce sont les mêmes personnes qui vont aller manifester le 2, parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse mobilisation, et à juste titre, pour le climat, mobilisation importante en disant il faut qu'on entende les citoyens, il y a un message par rapport à l'avenir, au développement durable, aux soucis environnementaux qui a été, et on l'a constaté aussi lors de ces élections communales, apporté et porté par les citoyens. Est-ce que ce sont ces mêmes personnes-là qui aujourd'hui manifestent contre l'augmentation du prix du diesel? Je ne
pense pas. Donc ça veut dire qu'il y a une multitude de messages, il y a une multitude de sensibilités et il faut pouvoir les entendre. Mais c'est pas un bloc homogène qui manifeste à un moment donné pour certains types d'idées et qu'il faut pouvoir effectivement entendre toutes ces sensibilités-là, y apporter une réponse, mais cette réponse, elle doit être cohérente et dans l'intérêt général de l'ensemble des citoyens. Marcel, voilà, je voulais revenir sur la taxation fixe, on va dire, donc la TVA et notamment la taxation des carburants. Mais la taxation des carburants, c'est le seul moyen probablement de réduire la consommation de carburant. Mais par exemple, et on en a... Je parle vraiment de ce point de vue-là, parce que vous l'avez étendu à la TVA, et là je vous entends totalement, mais sur le carburant lui-même, ou sur les cigarettes, ou l'alcool... Je ne sais pas si vous avez vu le débat hier avec M. Hulot, qui était très très intéressant, dans la mesure où, moi je trouve ça étonnant que l'on vienne faire une taxe sur le carburant de manière assez, je dirais, dure par rapport aux personnes qui en ont le plus besoin, et qu'on ne taxe pas le kérosène. Non, mais attendez... Pas de la même manière. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on décide de taxer et des choses qu'on décide de ne pas taxer. Or, la taxe sur le carburant a des effets directs sur la vie au quotidien des gens qui travaillent, alors qu'on pourrait réfléchir sur la manière dont on taxe le kérosène, c'est-à-dire qui fait que certaines compagnies... la consommation de carburant. Qui fait que certaines compagnies... Mais c'est de l'ordre de 100 fois plus important, le carburant. Non, mais ça a des effets sur la manière dont les gens se bougent. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent... Donc on doit moins prendre la voiture, ça c'est clair. À Bruxelles, on l'a bien fait. Et on doit moins prendre l'avion. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes qui prennent l'avion et la voiture. Qui prennent l'avion et la voiture. Ce ne sont pas les mêmes et pas pour les mêmes raisons. Un élément par rapport, puisqu'on est focus sur la taxation diesel, il faut savoir que c'est une décision qui ne date pas d'hier. L'augmentation des accises sur le diesel était décidée en 2015. Et c'est un choix politique assumé. Effectivement, pour des raisons écologiques, cette taxe a été mise en place, pour des raisons écologiques, mais aussi économiques, pour financer une autre réforme qui était le taxe FIF, pour donner aux bas et moyens revenus un complément salarial de plus ou moins 140 € pour 2019. Mais ce qui est important de dire à ce moment-là, c'est qu'effectivement, on assume l'augmentation sur les accises. Mais le fait que ça augmente, ce n'est pas uniquement les accises, évidemment. C'est aussi des éléments géopolitiques, stratégiques, économiques dans des régions du monde qui font que le carburant peut augmenter. Donc, ça n'est pas uniquement cette décision-là, mais cette décision-là de l'augmenter, elle est assumée depuis 2015. Elle est assumée. Je l'assume et je le dis depuis 2015, elle est assumée. Il y a une perception d'injustice et je pense que c'est à ça qu'il faut répondre. Aurore Pénois, vous avez le droit de conclure sur ce chapitre. Oula, carrément. Non, en fait, c'est vrai que j'étais fort revendicatrice sur les Gilets jaunes. Je leur souhaite en fait d'arriver à globaliser en tout cas leurs idées, à les porter et peut-être aussi faire preuve de plus de connaissances et de réflexion de façon à ce que leur point de vue arrive au bon endroit, au bon moment et qu'ils arrivent à s'en sortir parce que je pense qu'effectivement pour beaucoup de personnes, que ce soit le carburant ou que ce soit autre chose, le problème ça reste ce pouvoir d'achat. Il y a sûrement des vagues sur le côté pour pouvoir parvenir à mieux vivre. On verra. En attendant, on va s'intéresser à la visite de la semaine. C'était la visite du président français Emmanuel Macron avec 2 moments forts. Un débat sur l'Europe, c'était à Louvain-la-Neuve, à l'UCL, et une étape à Molenbeek. Reportage Marie-Noël Dinan et Yannick Van Gansbeek. Plus personne ne passe rue de la Vallée à Molenbeek sans être préalablement identifié. Il est 9h lorsque la limousine du couple présidentiel français s'arrête devant le numéro 39. Une idée du roi Philippe qui connaît l'espace de travail partagé par plusieurs entreprises et des associations culturelles. Emmenés par le couple royal, Emmanuel et Brigitte Macron prennent le temps d'écouter et échangent avec les Molenbeekois. C'est quoi votre histoire, madame? Moi, mon histoire, c'est parce que je ne savais pas écrire ni... Vous êtes née où? Moi, je suis née au Maroc. Ici, le succès d'un cours d'alphabétisation. Très enthousiasmant. Et là, une compagnie de danse qui mélange les générations. Elle m'a demandé mon âge parce qu'elle était toute saisie que j'avais 95 ans. Voilà, et alors elle a trouvé que c'était bien encore danser à mon âge. On est là pour montrer que voilà, on n'est pas tous des sales gamins, des terroristes. Et voilà, on n'est pas, c'est pas une tache noire, quoi. Molenbeek, c'est une tache rose. L'échange entre les habitants de Molenbeek, les associations de Molenbeek, le président, le roi, est vraiment un échange assez simple, quasi informel. On a un peu oublié le protocole et ça, c'est vraiment très agréable. Des rencontres qui n'ont pas laissé le président français indifférent. On parle souvent d'innovation technologique, on en a vu les exemples hier, mais il y a ici une innovation sociale, culturelle, morale, je dirais.
Et j'étais très heureux à l'invitation. Vraiment, et merci encore Cyr pour cette invitation d'être là, à la fois pour partager ces expériences qui sont très inspirantes, reconnaître le travail fait et donner aussi l'image juste que doit avoir Molenbeek. La simplicité et la proximité du président, c'est aussi ce qui va sans doute marquer les ressortissants français et les Bruxellois venus attendre sa sortie dans le froid. Vous êtes adorable. Vous êtes resté dans le froid. Une patience récompensée d'un bisou présidentiel. Alors Marcel Sell, quand même, il y a un effort parce que c'est Molenbeek, hein, c'est déjà pas mal. Oui, c'est plus Molenbeek. Oui, de là que ça arrive à Molenbeek, on a encore du travail. C'est une opération de com, en fait. Alors, oui, j'avais envie de dire, c'est, comme il s'est comparé à Jupiter, j'avais envie de dire, c'est l'opération de rédemption jupitérienne de Molenbeek. C'est-à-dire qu'on a eu le Molenbeek qu'on a décrit comme épouvantablement différent de ce qu'il était. Maintenant, c'est idéalement un peu différent de ce qu'il est aussi. C'est un peu exagéré dans l'autre sens. Oui, parce que moi j'étais voir par exemple sur la page Facebook de la vallée, je me suis dit il va y avoir plein de photos, eh bien rien du tout. C'est comme s'il n'était pas venu. Et quelque part je me dis on est vraiment dans une opération de com un peu déchirée, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qu'on lui présente à voir, et puis il y a une autre réalité qui est très mixte, qui est variée, où il y a du bien, du moins bien, il y a de tout. Et là, on était dans une sorte de cérémonie formidable. C'était en présence du roi et de la reine. Oui, mais même, alors il y a aussi le côté entreprise, start-up, qui évidemment lui convient très bien. C'est pas ça qu'il a souligné, d'ailleurs, ça c'est intéressant à regarder aussi. Moi j'en ai un peu marre que par défaut il faut absolument que les gens viennent à Molenbeek. Alors avant il y avait le zoo d'Anvers, semble-t-il, maintenant il y a Molenbeek. Bon, enfin c'est bien d'un peu redorer redorer. Au niveau Maria Arena avait l'air un peu énervée aussi. Hein. Oui, il y a d'autres choses que Molenbeek. Voilà, moi je trouve que l'approche un peu morale de Macron, qui est de dire mais finalement on a eu une leçon de moralité ici, moi je trouvais ça assez particulier. On a vraiment, dans sa manière de regarder les choses, on voit qu'il y a une vraie fracture entre la société des gagnants et la société des perdants. On le voit, ça transpire cette réalité-là. Oui, mais les gens qu'on a vus, c'était pas des entrepreneurs, Non, donc je dis pas les gens, je ne dis pas les autorités c'est son discours à lui. C'est son discours à lui qui laisse entendre une vraie fracture entre une réalité quotidienne et celle sur laquelle il essaye de mettre les mots, et c'est en général les mauvais mots. C'est ça qui est toujours assez particulier. Gauthier Calogne, vous ? Oui, moi je regarde ça plutôt d'un œil positif, parce que c'est vrai qu'il y a la visite de Macron, mais au-delà de ça, il était suivi par tous les médias français. Et donc dans le cas de cette visite d'État qui n'avait plus lieu depuis 1971, je pense, c'était important aussi, on était à 3 ans après les attentats de Paris, c'était important aussi de montrer que Molenbeek, c'est pas uniquement le terreau où effectivement provenait une partie des terroristes qui ont attaqué Paris, mais que c'est aussi plus nuancé, que c'est aussi autre chose, et que ce autre chose, on l'a pas beaucoup montré dans les médias français les 3 dernières années qui précédaient. Donc, à un moment donné, ça peut peut-être être un symbole. Tout est pardonné de Charlie, quelque part. Je trouve qu'il y a un peu plus de nuances, en tout cas, que ce qu'ont bien voulu présenter à certains moments certains médias. Je trouve qu'il y a aussi une espèce de caricature. À Molenbeek, on demande à la femme d'où elle vient et d'où elle est née. Et on ne prend pas un discours qui est un discours, par exemple, sur l'Europe, mais par contre, à l'UCL, on fait un discours sur l'Europe intelligent, intellectuel. Et je trouve là aussi que ça montre... On peut parler de l'Europe à Molenbeek, on peut parler de la mondialisation à Molenbeek. On n'est pas des attardés parce qu'on est dans une région qui est une région plus défavorisée. On peut choisir des thèmes à Gand, ils n'ont pas parlé de l'Europe non plus. Ils ont ils ont regardé l'agneau mystique. Ça peut être des choix. Oui. Pascal Vrebosch. Oui, alors, il n'y a pas eu que Molenbeek. Il y a eu aussi il y a eu tous les fastes du Palais Royal, où là, les chaînes françaises ont filmé notamment. Et je veux dire, c'était un peu un film à la Sissi. Les habits étaient somptueux,
habit dorure, un tralala somptueux, un baise-main gracieux. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ça va faire pleurer dans les chaumières, et je ne sais pas non plus si la cote de Macron, qui est très basse, hein, même un peu plus basse que celle de François Hollande, qu'on commence à regretter d'ailleurs, je ne sais pas si ça va faire remonter sa cote. Cela dit, sans humour, je trouve que ce voyage était beaucoup trop codé, beaucoup trop préparé, et d'une manière peut-être un peu artificielle. Moi, je crois qu'ils auraient dû beaucoup plus improviser, notamment à Molenbeek, et rencontrer des gens que moi je connais à Molenbeek, et qui font un travail de terrain, qui se seraient exprimés autrement, et ça aurait été de belles images. Je ne vais pas être le défenseur ici spécialement de Macron, mais c'est pas lui qui a organisé sa visite en Belgique. Ah, il a eu des exigences. Non, il a eu pas mal d'exigences. Disons que ça s'organise à deux. Et je voudrais juste vous faire regarder un petit extrait de ce qui s'est passé à Louvain-la-Neuve le lendemain, parce que là on a parlé d'Europe, Maria-Arena, et avec un discours assez fort, assez offensif d'Emmanuel Macron. Et je ne vous parle pas là d'une fiction, je vous parle d'un scénario possible. Si plus aucune majorité européenne demain au Parlement n'est envisageable sans les nationalistes et les extrêmes, je peux vous dire que tous les débats ensuite qu'on a sur nos sensibilités, les différences entre pro-européens ou progressistes ou plus conservateurs ou autres, ils seront de rang 2. C'est quelque chose que vous craignez, vous, au moment des élections européennes, ça, Maria-Arena ? Pas du tout dans l'hypothèse de Macron, c'est cette dualité, c'est-à-dire c'est moi contre tous les autres. Donc c'est-à-dire que c'est soit vous êtes macroniste européen et convaincu de l'Europe, soit vous êtes populiste ou extrême. Et c'est cette dualité, c'est ce que Macron dit. Oui. Il va y avoir, aux prochaines élections européennes, ou les pro-européens ou les contre-européens. Et en fait, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'à l'intérieur des pro-européens, on peut défendre l'Europe, mais une Europe différemment. Et ça, il ne l'exprime jamais. C'est ce qu'il dit. Oui, mais vous êtes pro-européenne, Moi, je suis pro-européenne, mais je ne suis pas pro-européenne tel que Macron le voit, c'est-à-dire non, mais ça, une Europe... c'est évident. Excusez-moi, Maria-Arena, l'extrait que j'ai passé, c'est justement où il dit il y a les pro-européens, ils ont tous des avis différents, mais il y a surtout les anti-européens qui, eux, gagnent du terrain. Voilà. Je vous demande donc, est-ce que vous craignez qu'en Belgique, on ne parle pas de la France ici, les anti-européens gagnent du terrain ? Alors, ou bien pour vous, il n'y a pas ce danger-là en Belgique ? Il y a bien entendu le danger que des gens qui ne perçoivent pas l'Europe comme étant quelque chose qui les fait avancer, ne soient pas convaincus de l'Europe et donc voteraient un projet anti-européen, bien entendu. Et donc il est nécessaire, non pas de défendre l'Europe telle qu'elle est pour ce qu'elle est, mais une Europe qui prenne mieux en considération les situations de divergence aujourd'hui. Il y a l'Europe des riches et l'Europe des pauvres. Et cette réalité-là, on doit l'affronter et on doit y apporter des solutions. Vous avez raison. Gauthier Calonne, pour vous, est-ce que vous voyez, vous, cette dualité ou de la santé en Belgique, ou bien pour vous Je pense peut-être en Belgique moins que dans d'autres pays, parce qu'on accueille aussi les institutions européennes, et donc on est quand même peut-être plus proche, même géographiquement, des institutions, mais c'est vrai qu'on sent une montée un peu dans les pays européens, dans certains d'ailleurs plus que dans d'autres, par rapport à effectivement un éloignement des politiques qui sont menées par les institutions européennes, et concrètement, qu'est-ce que ça change pour les citoyens. Et donc là, il faudra effectivement... au niveau belge, lors de ces élections européennes, faire entendre ce message européen. Ce ne sera pas forcément facile parce qu'il y a des élections fédérales, des élections régionales en même temps, et donc il faudra quand même essayer de trouver une voie pour défendre ces idéaux européens. Il faut quand même préciser que la politique européenne, c'est bien entendu la Commission et le Parlement européen, mais c'est aussi le Conseil. Et le Conseil, c'est la politique nationale qui en a la responsabilité. Ce qui veut dire que quand on parlera des élections fédérales et des élections régionales, vu qu'en Belgique, la région a aussi son mot à dire, souvenez-vous, l'affaire CETA, c'est la région qui a bloqué l'accord commercial. Quand on aura ce débat régional et fédéral, eh bien, il va falloir interroger les candidats fédéraux et régionaux sur leur projet européen, parce qu'ils devront le porter au Conseil, et aujourd'hui, c'est le Conseil qui décide de la politique européenne. Donc, quand on dit que c'est à cause de l'Europe, c'est en grande partie à cause du Conseil, et donc des gouvernements nationaux, que les choses n'avancent pas. Donc, j'ai peut-être un sujet là où vous mettrez d'accord tous les deux, c'est le pacte migratoire de l'ONU, qui a un peu cassé l'ambiance au sein du gouvernement
Parlement fédéral, puisqu'on a une NVA qui traîne les pieds, il y a Charles Michel qui hausse le ton et qui veut quand même adopter ce pacte à Marrakech. Et donc je voudrais un peu savoir, on va commencer par vous, Gauthier Calonne, est-ce que Charles Michel doit aller jusqu'au bout et doit ne pas faire attention aux réticences de la NVA? D'abord, Charles Michel est chef du gouvernement, il a pris une position très claire en tant que chef du gouvernement, mais je constate qu'il y a 4 partis dans la majorité, et il y en a 3 qui se sont exprimés très clairement, le MR, le VLD et le CDNV pour ne pas les nommer, par rapport à la signature de ce pacte, en disant que la Belgique avait pris des engagements. Le Premier ministre, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre, a dit qu'il signerait ce pacte au nom de la Belgique. Et donc les engagements qui ont été pris doivent être tenus. Il s'agit d'une crédibilité aussi de notre pays. Je rappelle qu'on a été élu récemment comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on a une place et donc on doit effectivement signer, en tout cas c'est ce qui a été encore indiqué hier par le Premier ministre à la tribune jeudi à la tribune de la Chambre, et c'est la position de 3 partis de la majorité. La NVA a un discours un peu différent, il y a encore des réunions qui doivent avoir lieu pour essayer de mettre d'accord au sein de ce gouvernement sur une position unanime, mais en tout cas la position du MR elle est très claire, elle a été rappelée par Richard Miller, par David Clarinval dans l'ensemble des médias et par moi ici, donc c'est très clair, nous sommes en faveur de ce pacte migratoire et nous estimons qu'il faut le soutenir. Maria Arena, il y a crise ou il n'y a pas crise? Ou est-ce que c'est du show de la part de la NVA? Alors moi je pense que ce qui m'ennuie le plus, c'est que ça donne une tribune à la NVA, la position qu'il a prise, c'est que la NVA montre quelle est effectivement sa position sur la question migratoire. Elle est opposée à la question migratoire, clairement. Et n'oublions pas que la NVA doit récupérer des électeurs du Vlaams Belang qui, aux dernières élections en Flandre, au niveau communal, ont monté. Et donc, ce jeu de la NVA, je pense qu'elle ne va pas en faire une crise gouvernementale dans la mesure où on sait très bien que ce pacte migratoire est un pacte qui n'est pas contraignant. Et donc, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer dans la politique qu'elle mène au niveau national. Par contre, ça lui donne un volant de communication en Flandre pour aller draguer les électeurs de l'extrême droite. Ça montre bien que la NVA est sur la communication à sa droite et donc à l'extrême droite. Alors, pour vous, Pascal Vrébos, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, enfin, une petite évidence. Le Premier ministre a annoncé à l'ONU que la Belgique allait signer. On n'a pas entendu la NVA, on n'a pas entendu Theo Franken. J'imagine qu'en Kern, ils en ont discuté. Alors, tout récemment, oui. Tout récemment, et même, j'imagine, avant la signature. Donc, ils ont dû en discuter, on n'a pas entendu. Alors, de 2 choses l'une. Ou bien Theo Franken est un incompétent, il a mal lu le texte, il n'a pas lu le texte, il n'a pas osé faire une remarque au Kern, ça je ne crois pas, mais bon. Donc il y a là un peu d'incompétence. Ou bien alors, c'est du marketing, j'ai envie de dire, c'est du marketing machiavélique, du très pauvre. Hein, on arrive aux élections, paf, paf, on fait du bruit, on essaye de changer. Bon, c'est résumé à ça. Maintenant, d'un point de vue plus général, si vraiment on tient à rediscuter, pourquoi pas? On peut toujours rediscuter avant de signer, faire un petit texte interprétatif. Un avenant, oui. Aussi, pourquoi pas? Moi, je me suis rendu compte que d'autres pays avaient aussi des réticences. Donc, pourquoi pas discuter? Enfin, c'est quand même pas tabou. Mais l'opération là est une opération vraiment, j'ai envie de dire, de marketing. Et moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Priscilla Haddad. Moi, je suis complètement d'accord. Par contre, au niveau de discuter, non, moi, je pense qu'il est trop tard. C'est depuis 2017 qu'on en discute. Même avant. Même avant, voilà. Donc, et enfin, j'en parle de cette crise migratoire. Enfin, on apporte une vraie solution. On parle de la communauté internationale qui veut avoir une vision positive de la migration. Et maintenant, voilà, ça y est, maintenant, les autres pays aussi, certains pays se réveillent en disant « Ah ben non, on ne veut pas ». Et moi, je trouve que, pour mon pays, je ne veux pas que la Belgique soit au même niveau que la politique de Trump, que la Hongrie, voilà, que l'Autriche. Non, voilà. Mais je crois que le pacte ne permet ni n'empêche pas grand-chose, parce qu'en fait, quand on le lit, et donc ça donne tort à Theo Franken, il réaffirme le droit souverain des États de déterminer leur politique migratoire nationale et de décider qui est légal ou illégal. Mais je voulais poser une petite question à Gauthier Collem. Finalement, parce que quand je regarde l'attitude de Theo Franken, il a toujours dit la même chose, ce qu'il a publié dans son livre, ce qu'il avait déjà publié il y a 4-5 ans sur les migrations, c'est-à-dire qu'elle doit être choisie. En gros, que les gens dans la détresse doivent obtenir un visa dans leur
pays de départ avant de pouvoir venir et qu'il ne faut pas accueillir les gens autrement. Aujourd'hui, ils concentrent tout ça et ramènent ça au pacte que le MR souhaitait soutenir. Donc ma question, c'est est-ce que, depuis le départ, est-ce que le MR n'est pas simplement voué à cette tragédie faustienne finale, juste avant les élections, d'être avec un partenaire qui est à l'opposé de son idéologie, de son idéal? Moi, je ne vais pas faire de la langue de bois. Moi, je suis un libéral francophone bruxellois. L'NVA, c'est des nationalistes flamands. Je veux dire, à un moment donné, on n'a pas le même programme politique. On s'est mis d'accord sur un accord de gouvernement. Mais c'est vrai, on s'est mis d'accord sur un accord de gouvernement et on a mis en place un certain nombre de réformes socio-économiques. Il est certain que sur d'autres domaines, et effectivement, l'approche des élections, ne nous le cachons pas, fait que certains sont déjà en période, même plus préélectorale, mais carrément électorale. Et donc, effectivement, il y a un peu de communication, de positionnement, de musculation. Dans votre parti, il y avait un soutien aux mesures de Theo Franken, quand même, jusqu'à présent. Dans mon parti, il y a différentes sensibilités qui peuvent s'exprimer, je le concède bien volontiers, mais très majoritairement, quand même, c'est la position du président du parti et du Premier ministre qui vaut. Et par rapport à ce pacte, moi je peux quand même indiquer qu'effectivement il est non contraignant, mais il apporte un certain nombre de solutions. Et essentiellement sur ce côté multilatéral. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et on terminera là-dessus. Merci. On va passer aux têtes d'affiche. C'est une galerie de portraits. Je vous propose à tous les deux 4 portraits de gens qui ont fait l'actualité de la semaine. On commence avec vous, Gauthier Calonne. Vous allez en choisir un. Entre David Martin, 2e étoile au Michelin pour son restaurant La Paix, l'acteur et cinéaste Kevin Van Der Solaar, alias Kevin Le Forain, qui a gagné un prix à Los Angeles, Dejan Velkovic, le repenti qui balance les escrocs du foot, ou Philippe Geluck, qui aura bien son musée de l'humour, Le Chat, à Bruxelles. Alors, qui choisissez-vous? David, Kevin, Dejan ou Philippe? Tous des hommes. Au risque de faire... Effectivement, vous auriez pu... c'est pas très genré comme galerie de portraits. Mais... Et genré n'est pas dedans. Non. Sans faire. Pourtant, c'est un libéral. Et européen. Mais sans faire de sous-localisme, je vais choisir évidemment Philippe Geluck parce qu'il est ixellois et que je le croise régulièrement au marché de la place Flagey. Et c'est vrai qu'il fait rayonner depuis de nombreuses années notre pays. Donc c'est une bonne idée, ce musée. Et donc effectivement, je pense que ça met en valeur aussi... des atouts de notre pays et de notre culture bruxelloise. Alors vous, Maria-Verena, je vous en propose 4 autres. Non, il y a une femme. Il y a Robert Martinez, l'entraîneur des Diables, qui a la tête ailleurs pour l'instant. Carlos Ghosn, le numéro 1 de Renault-Nissan, suspecté de fraude et arrêté au Japon. Karine Lallieu, la nouvelle présidente du CPS de Bruxelles, ou Stan Lee, le prolifique auteur de comics décédé le week-end dernier. Alors qui choisissez-vous? Roberto, Carlos, Karine ou Stan? Si vous voulez un coup de cœur, ce sera Karine, bien entendu, parce que c'est une... C'est vous qui choisissez. C'est un coup de cœur, comme coup de cœur évidemment, ce sera Karine Lallieu, parce que je trouve qu'elle a fait un travail remarquable et elle a travaillé comme députée de manière acharnée sur tous les dossiers qu'elle a eus, et particulièrement sur la question où on s'est beaucoup disputé avec le MR sur la question du droit à l'avortement. Et quand on parle du MR, moi je pensais qu'on avait un mouvement réformateur, un vrai libéral avec... C'est de Karine Lallieu dont vous donnez. Oui, et Karine, elle a vraiment combattu la position qui était la position du gouvernement. Donc moi, alors Karine... c'est dommage qu'elle devienne présidente du CPS. Donc elle a fait un travail remarquable, elle est présidente du CPS et je pense qu'elle en fera tout autant au niveau du CPS de Bruxelles. C'est une vraie femme de gauche et donc je suis ravie qu'elle soit là. Si vous voulez un coup de gueule, il y en a quelques-uns autour du panel que vous m'aviez proposé. Tout à fait. Non, mais ça, par contre, à tous les deux, j'ai une petite nouveauté. J'ai pris 5 infos et je vais vous demander quelle est celle qui vous énerve le plus cette semaine. Voilà. Il y en a 5. La première, c'est Delaine qui quitte la gare du Nord, les œuvres de Banksy qui sont mises sous séquestre, Didier Reynders qui est critiqué au sein du MR Bruxelles, la publicité qui va diminuer à la RTBF, ou le policier bruxellois qui était attaqué au couteau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve? Vous vous êtes dit, tiens, ça m'énerve. Maria-Arena, d'abord. Moi, c'est pas que ça m'énerve, mais ça me désole qu'on puisse attaquer des policiers. Et donc, c'est vraiment quelque chose, c'est attaquer la force publique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas acceptable. Et donc, c'est ce qui me touche le plus aujourd'hui dans notre société, c'est qu'il n'y ait pas le respect de ces policiers qui sont là pour nous aider. Le respect du bleu. Le respect des gens qui sont là pour nous aider. Gauthier Calonne. On va les habiller en rouge. Il y a beaucoup de choses qui peuvent m'énerver, mais je vais prendre la 3, Didier Reynders, qui est critiqué au sein du MR de Bruxelles,
parce que j'estime que quand on a des problèmes à régler, on les règle en famille. Et il y a une expression qui dit qu'on lave son linge sale en famille et pas tous les jours dans la presse en exprimant ses réticences. n'avait pas à le critiquer. Par exemple, les dernières déclarations dans la presse de certains, d'aucuns, je trouve que c'est pas souhaitable, c'est pas acceptable. Et quand on est dans une famille politique, il y a un petit peu de respect, de loyauté à avoir. Alors, tant qu'on parle de politique et finalement d'élections communales, on va un peu s'intéresser à Forêt, puisque c'est quand même passé un coup de théâtre lundi soir. J'allais dire coup de théâtre à Forêt nationale. Non, à Forêt tout simplement, puisqu'Écolo a décidé de changer d'attelage de majorité après plus d'un mois de négociations. Une volte-face qui n'a pas été appréciée par tout le monde. Reportage Pierre Baudot et Nicolas Kenhardt. 3 hommes groggy ce matin, Laurent Haken, Marc Lowenstein et Cédric Pierre de Permentier. 3 hommes qui devaient finaliser un accord de majorité à Forêt. C'est désormais de l'histoire ancienne. On mettait enfin le PS dans l'opposition et que nous faisons enfin le choix de l'alternance. Aujourd'hui, ce choix a été bafoué et je pense que ça n'honore pas Écolo d'avoir retourné sa veste pour la énième fois. Écolo est forcément Stéphane Roberti, le futur bourgmestre, dans le collimateur de ses ex-partenaires de négociation. Le PS, depuis 5 semaines, essaye encore de s'accrocher au pouvoir et d'y rester. C'était de bonne guerre et c'était son rôle. Mais qu'Écolo, parce que quelqu'un lui dit change comme ça du jour au lendemain, je pense que ça ne va pas réconcilier les gens avec la politique. Et il y a beaucoup de gens qui espéraient une nouvelle dynamique ici à Forêt qui sont très déçus aujourd'hui. Pour un parti comme Écolo qui a l'éthique et la bonne gouvernance comme toile de fond, le fait de renier aussi sa parole, ça me choque sérieusement. Ce nouveau rebondissement replace donc le PS dans la majorité communale. Je comprends que les autres partis prennent ça comme une trahison et je pense que c'est vraiment pas ni l'idéal politique de Stéphane Roberti, ni d'aucun des partis qui siègent au conseil communal de Forêt. Mais à un moment, c'est aussi l'enjeu de 6 ans de gouvernance à Forêt. L'accord de gouvernance à Forêt entre Écolo et le PS devrait être entériné ce mardi soir. Alors donc l'accord était entériné bien sûr, donc c'est fait, c'est PS, Écolo PS à Forêt. Alors Gauthier Calonne, d'abord pour vous, avant de demander à la Forestoise, vous, vu d'Ixelles, où le MR s'est fait sortir d'ailleurs par PS Écolo, vous dites bon ben voilà, c'était écrit tout ça. À Ixelles, il n'y a pas encore eu de renversement de la majorité. La majorité qui s'est constituée au soir des élections, c'est pas prévu. Non, je dis ça en clin d'œil, mais ceci étant, moi je trouve ça effectivement un peu désagréable. Pour peser mes mots, parce que je pense que quand on donne sa parole, d'une part, on doit la respecter, mais alors quand on signe un accord, on doit le respecter aussi. Alors on peut après avoir des remords, trouver que c'était pas assez ceci, pas assez cela, mais à un moment donné, quand on prend un engagement, pour moi, c'est important de le tenir, et les politiques doivent aussi avoir ce rôle exemplaire, dire on a signé un accord, on le respecte. J'ajoute, et là c'est peut-être une pierre chez Écolo, parce que c'est ce qui s'est passé à Forêt n'est pas nouveau. Une semaine avant, ils ont reproduit exactement le même scénario à Grédoisseau, où ils avaient signé un accord avec le MR au soir des élections, et ils en ont signé un deuxième pacte de majorité, un mois plus tard, avec une autre liste. Je trouve qu'effectivement, quand on parle de nouvelles pratiques politiques, de faire de la politique autrement, ça c'est de la vieille politique d'arrière-boutique, et je trouve que ça n'honore vraiment pas Écolo par rapport aux principes qu'ils mettent régulièrement en avant. Un autre exemple, le cumul, ils sont venus très fort avec cette idée de non-cumul, parce qu'effectivement c'est dans leur statut, et on peut constater que par exemple Jean-Marc Nollet devient président, mais reste député fédéral, que Marcel Chéron siège depuis la prestation de serment d'Albert II au sein du Parlement. Et donc moi j'ai pas de problème à ce qu'on ait des objectifs, à ce qu'on ait des valeurs et des principes, mais il faut alors se les appliquer à soi-même. Et là je trouve que venir donner des leçons, comme le fait souvent Écolo, mais qui commence d'abord par se les appliquer à eux-mêmes. Alors Maria-Arena, Écolo n'est pas là pour se défendre. Alors, vous allez peut-être les défendre, puisque maintenant vous êtes en majorité avec eux à Forêt. Mais moi je dirais plusieurs choses. La première, je trouve ça très très particulier que ces accords de majorité doivent être signés la nuit, dans l'urgence. Et donc je trouve que c'est une pratique qui ne permet pas aux chefs de file des différents partis de rentrer dans leurs instances et de venir expliquer ce qu'ils ont négocié, comment ils ont négocié, et d'avoir l'accord de leurs instances politiques pour pouvoir le décider. Et donc ça, je trouve que c'est une pratique qu'on devra sans doute réfléchir à l'avenir, parce que faire des va-et-vient entre les différents... Ça, c'est pour l'avenir. Vous voulez dire les dirigeants régionaux, fédéraux? Non, au niveau local. La section locale. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui négocient, puis on doit revenir et dire est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'on propose. Mais votre avis là-dessus? Ce qui s'est passé chez Écolo, c'est qu'ils ont négocié la nuit, et la nuit, ils ont donné un accord, ils sont revenus dans leur section, démocratiquement parlant, et leur section n'a pas
accepté l'accord qu'Écolo avait fait avec les autres. Il a fallu un mois pour s'en rendre compte. Oui, donc il faut savoir que pour avoir une majorité, ils ont dû aller chercher CDH, Défi, MR, alors qu'ils avaient une majorité qui était donnée par l'électeur, qui était une majorité PS Écolo. Et donc, mais ça, Écolo a donné une parole, c'est vrai. Ils sont revenus dans leurs instances, démocratiquement parlant, et dans leurs instances, ils n'ont pas reçu. Donc, ils ont travaillé leurs instances pour essayer de faire accepter un pacte tel que celui-là. Et finalement, démocratiquement parlant, parce que quand on parle de démocratie, on a aussi les démocraties internes de nos structures. Démocratiquement parlant, ils ont opté pour une majorité qui était une majorité progressiste. Donc, normal. Et donc, nous, bien entendu qu'on est contents. Oui. Qu'est-ce que vous voulez Je ne vais pas vous dire qu'on n'est pas heureux d'être dans une majorité progressiste avec des gens comme Charles Papens, que vous avez interviewé, qui est une personne qui a fait un travail remarquable à Forêt. Tiens, c'est bizarre. Et Marc-Jean Geisels, vous l'avez oublié? Mais je pense que les écolos ont choisi de travailler avec Charles Papens comme étant le chef de file. Donc c'est eux qui choisissent avec qui ils vont. Parce que justement, Catherine Moreau avait dit à Molenbeek qu'elle ne voulait pas que le PTB écolo choisisse les échevins. Alors là, apparemment, vous acceptez à Forêt. Alors ce qui s'est passé, c'est que, et Marc-Jean Geisels l'a dit, il a perdu la majorité. Et je trouve qu'il était tout à fait légitime qu'en perdant la majorité, c'est un échec qui a été assumé, effectivement, par M. Geisels. Il a laissé la place à quelqu'un qui peut reprendre le bâton au niveau des socialistes. Et je trouve ça très sage de sa part. Marcel Sen. Je voudrais faire une remarque à tous les deux. D'abord, en politique, on ne peut pas trahir d'autres partis. On trahit l'électeur ou on ne le trahit pas. Cette idée de dire Écolo a trahi l'accord que nous avions avant, je l'aime pas du tout. Je n'aime pas non plus, Marie, désolé, l'idée qu'il y ait une majorité qui soit plus cohérente pour l'électeur qu'une autre. On est dans un pays de coalition. La coalition qui arrive à obtenir la majorité avec un projet a gagné. Et donc voilà, par rapport à l'électeur, c'est juste une remarque que je voulais faire. De donner 2 mauvais points à nos invités. Merci pour eux. Pascal Rebos, vous voulez ajouter un point? On voit dans cette pièce de théâtre à rebondissement, finalement, que tous les partis aujourd'hui se ressemblent, que devant le pouvoir, c'est des petites trahisons, des grandes trahisons, des marchandages, des rapports de force, des rapports humains. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai fait le marathon à RTL, on a vu tous les bourgmestres, beaucoup ont dit il y a une violence incroyable dans la commune. Il y a d'ailleurs notamment des femmes qui ont dit nous on arrête, on n'en peut plus. Il y a parfois plus de violence dans les rapports entre les hommes et les femmes dans les communes qu'au fédéral. Et je pense que ces marchandages, ces trahisons font aussi partie de ces espèces de psychodrames où je pense, franchement, on pense très peu à l'électeur. Oui. Donc il faudra sans doute changer la règle. Je crois que l'idée dont vous avez parlé, il faudra sans doute la changer. Par contre, quand l'électeur donne à une grande majorité 2 familles politiques qui peuvent à elles 2 générer la majorité, je trouve que c'est aussi un message de l'électeur. Que les écologistes soient montés dans le résultat des élections, avoir au sein de la famille politique des écologistes, c'est important. Maria Arena, vous reconnaîtrez que souvent, on trouve toujours des explications à tout. Hein. Il y a toutes les majorités. C'est vrai. Non, je ne vous demande pas de ne pas défendre. En général, après les élections, tout le monde a gagné. Gauthier Calonne, vous avez le droit de conclure là-dessus. Juste un bémol par rapport à ce que Marie disait. C'est vrai que c'est pas optimal, et je trouve pas ça optimal de négocier. Effectivement, on a les résultats des élections parfois très tard dans la nuit, et on négocie jusque 5-6 heures du matin sur un coin de... Enfin, c'est presque ça, hein, sur un coin de table. Mais c'est pas la pratique partout, et donc je constate, et je prends 2 exemples socialistes, qu'à Liège, par exemple, c'est mon ami Gilles Forêt qui devient échevin. Les négociations ont mis du temps, le bourgmestre de Liège a consulté, a d'abord tenté de faire un certain type d'alliance, puis a été vers une autre. C'est la même chose pour être plus proche, on en parlait tout à l'heure de Molenbeek, où Catherine Moreau avait effectivement, puisque tu parlais de majorité progressiste, dit je veux faire une alliance si possible avec le PTB et avec Écolo. Et puis finalement ça n'a pas été possible, et puis ils ont conclu ça n'a pas été le cas à Bruxelles, avec François Skepmans du MR. Donc ça marche mieux quand le MR est dans la majorité. Et donc j'ai choisi 2 exemples au hasard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi parfois prendre le temps, et d'ailleurs pour les autres niveaux de pouvoir, c'est évidemment le cas. Au fédéral, il y a un informateur, on revient vers nos différentes bases de partis. Mais il faut effectivement parfois prendre le temps de la réflexion, et ça évite
ce genre de jeux politiques qui sont quand même pas très lisibles et, comme on disait, pas très respectueux non plus de l'électeur qui se demande un petit peu parfois dans quelle pièce il joue. Quelques mots pour terminer cette semaine de l'actualité avec le contingentement médical. C'est une mesure annoncée mardi par la ministre de la Santé pour faire correspondre le nombre d'étudiants en médecine au numéro INAMI disponible, avec notamment Caroline Persson du Défi, qui n'en veut pas et qui l'a dit sur notre plateau. La sortie maintenant de Maggie de Bloch, elle montre dans quel état sont le dialogue et les négociations entre le fédéral et les entités régionales ou communautaires. Mais elle promet qu'il va y avoir une discussion. Ah oui, elle prend la norme et ce sera comme ça. Et puis, je serai gentil, il y aura un CIM, là, une grande réunion santé. Ce que l'on n'entend pas dans ce que Mme de Bloch a dit, c'est qu'on n'entend pas parler des citoyens qui sont en demande de soins de santé. Alors un CIM, pour être clair pour tout le monde, c'est une conférence interministérielle avec tous les ministres. Aurore Pénois. Ce qui va être fun, c'est qu'en juin prochain, on va recommencer le débat, on va encore proposer autre chose. Ce qui est moins fun, c'est effectivement, comme conclut ici la personne, c'est que quand vous essayez de trouver un spécialiste, j'espère que vous n'êtes pas trop malade et que vous avez beaucoup de temps devant vous. Deuxièmement, que ce soit dans les campagnes, alors oui, Bruxelles peut-être un petit peu moins, mais des médecins, même généralistes, on en cherche énormément. Et si ces pauvres étudiants, futurs diplômés belges, n'ont malheureusement pas la chance d'avoir un numéro INAMI, la France cherche énormément de médecins en ce moment et sont parfois payés 4 fois plus qu'en Belgique. Donc c'est un bon conseil, ça. Mais ce serait peut-être temps de former ces gens et on avance. C'est plus possible. Passons à autre chose. Maria Arena, vous trouvez que le gouvernement fédéral est sourd aux demandes de la communauté française? Ça fait des années que le gouvernement fédéral est sourd sur cette question. Vous savez, on a tout essayé. Le gros problème, c'est que c'est le fédéral qui donne les numéros de sortie et c'est la communauté française qui forme qui donne les numéros d'entrée, qui donne les numéros d'entrée, qui forme les médecins. On a tout essayé sans contingentement, avec un contingentement après 2 ans, avec l'examen d'entrée, on a tout essayé. Mais si on ne débloque pas cette question des numéros de sortie, surtout dans une période où on a une vraie période de pénurie, on le disait sur les spécialisations, sur des médecins de campagne, on n'a pas les mêmes réalités en Flandre et en Wallonie sur la question des médecins de campagne, par exemple. Et donc, le fédéral aborde la question uniquement sur un sens budgétaire. Elle pense qu'avec moins de médecins, il y aura moins de dépenses en santé. C'est le logiciel qui, aujourd'hui, est au niveau du fédéral. Donc, c'est une logique budgétaire et pas une logique du besoin en matière de soins de santé. La réplique de Gauthier Callon. Non, mais d'abord, c'est pas un problème qui est neuf. On parle de presque 20 ans que le problème existe à la communauté française. Et effectivement, il y a d'une part des compétences au niveau des communautés, d'autre part des compétences au niveau du fédéral. Et donc, moi, j'ai juste envie, pour pas rentrer dans trop de détails, mais de reprendre effectivement ce qui a été dit hier à la Chambre, puisqu'il y a eu ce jeudi une interpellation de la ministre de Bloch, et elle a dit effectivement l'objectif, et je pense qu'il est partagé par l'ensemble des niveaux de pouvoir, c'est de permettre à quelqu'un qui a fait une formation pendant des années, qui est coûteuse, qui est lourde, pour lequel il a beaucoup travaillé, qu'il puisse effectivement exercer. Parce que s'il ne peut pas exercer au bout du compte, c'est un échec pour tout le monde. Donc il y a cette conférence qui aura lieu en janvier 2019, où non seulement il y aura donc, le fameux CIM, où il y aura essentiellement les ministres de la Santé, des entités fédérées et du fédéral, mais aussi les ministres de l'Enseignement, pour mettre tout le monde autour de la table et trouver enfin une solution. Parce que ce qu'elle a indiqué hier aussi, c'est qu'effectivement en Wallonie, il y avait maintenant plus de spécialistes que de généralistes et que dans certains villages de campagne, on avait du mal à trouver des généralistes. Effectivement, en termes d'accès aux soins de santé, ça peut être une solution en janvier. Et on va passer maintenant à nos coups de cœur. Priscilla, on commence avec vous pour un festival, c'est ça? Tout à fait. C'est le Online African Film Festival. Et c'est le premier festival. I can do this in English if you want. Non, mais donc c'est le premier festival online de films africains. Pour seulement 8 €, on a accès à plus de 30 films. Donc c'est rien. Et des films formidables. Il y a eu l'inauguration dans plein de villes. San Francisco, Londres, Johannesburg, Abidjan et bien sûr Bruxelles. Et j'y étais à celle de Bruxelles où il y avait un film formidable de Olivier Jourdain, L'eau sacrée, qui parle du plaisir féminin dans toute sa splendeur. Très bien, mais donc c'est original, c'est un festival qui se fait
à la fois online, mais aussi, dans des cinémas. En vrai, voilà, jusqu'au 15 décembre. Marcel Sel, vous vouliez parler d'un théâtre aussi. Oui, moi, je saluais la rénovation de Toon en bruxellaire. on envoie des images. Et donc voilà, on a des images qui vont pouvoir s'étendre et montrer ces collections de marionnettes. Et en même temps, j'avais un coup de sang envers Rudy Vervoort, notre ministre-président, qui a dit que c'est la zouanze, et il a dit, comme disent les Français. Or, cher Rudy, espèce de skive lavabo, la zouanze, ça n'est pas du tout français, c'est du brabançon, et c'est de zwanze, et... Voilà, au moins, après le bruxellaire a un nom du... On ne peut pas tout savoir. Aurore Pénois. Écoutez, comme l'anglais semble être justement la référence aujourd'hui, moi je vous propose d'aller ce soir, c'est la dernière représentation au TTO, et je ne sais pas si j'aurai un aussi bel accent, mais c'est Black is the voice of my color, et c'est of my voice, oui, bon c'est pareil, hein, voilà. Oui, c'est vrai. C'est en anglais, ce qui est assez rare de trouver un spectacle chez nous directement en anglais, c'est sur la vie de Nina Simone. C'est magnifique. La nana qui joue a une voix qui pète. Je vous conseille vraiment d'y aller. Pascal Vrébos, c'est pas une chanteuse, c'est pas une pièce, c'est un livre de Richard Powers. De Richard Powers, L'Arbre Monde. Alors c'est un roman autour des arbres. Vous savez que dans les sciences d'aujourd'hui, on parle beaucoup de la communication des arbres avec leurs racines profondes, un peu comme un réseau Internet. C'est des personnages autour, un photographe, un botaniste, un concepteur de virtuel autour de ces arbres qui sont dans ce bouquin vivant, intelligent, d'une sagesse et d'une intelligence. Bref, c'est un roman qui est un hymne pour le vivant. Et Jean-Jacques, si vous lisez le livre, plus jamais vous ne regarderez un arbre de la même manière. En tout cas, j'inviterai un arbre comme expert la prochaine fois. Et je vous propose, moi, de lire Indélébile de Luz. C'est paru aux éditions Futuropolis. Luz est un des dessinateurs de Charlie Hebdo qui est échappé par miracle à la tuerie chez Charlie Hebdo. Et il raconte comment il a rencontré Cabu, comment il a commencé dans cet hebdomadaire satirique. Et c'est à mourir de rire, ça s'appelle Indélébile. Et un autre livre, très rapidement, c'est Marcel Sel qui sort, je ne sais pas si vous le connaissez, il sort un livre consacré à des légendes improbables de Bruxelles. C'est en fait des fausses légendes de Bruxelles. Alors c'est du vrai faux, il y a des fake news. Voilà, j'ai fait ça avec deux livres. J'ai fait ça avec deux ch'tis. Et donc on a créé des légendes. Il y a du vrai, il y a du faux. Est-il vrai que tous les habitants des Marolles reçoivent un chicon par jour pour ne pas révéler l'existence d'un peuple souterrain? Vous le saurez. Ça a l'air très vrai, ça a l'air très vrai. Merci à tous, merci d'être venus. Bon week-end. On se retrouve évidemment samedi prochain pour les experts. Au revoir.